Lorsqu'on évoque les objets maudits, on pense souvent à des anciennes reliques poussiéreuses ou à des trésors issus de civilisations disparues. Pourtant, l'un des objets les plus souvent associés à une malédiction est l'un des joyaux les plus fascinants jamais découverts. Une pierre d'un bleu profond et hypnotique, admirée dans le monde entier pour sa rareté et son éclat, et son poids exceptionnel de plus de 45 carats. Son nom est le diamant Hope. Depuis plus d'un siècle, ce joyau est associé à une longue série de drames. Faillites, accidents, maladies, suicides, ou encore des morts prématurées. Pour certains, il s'agit du diamant le plus maudit au monde. Pour d'autres, cette réputation repose essentiellement sur des coïncidences et des récits largement amplifiés au fil du temps. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la tragique histoire du diamant Hope et de sa malédiction. Pour comprendre l'origine de cette légende, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. L'histoire du diamant Hope débute au XVIIe siècle dans la région de Golconde en Inde, alors réputée pour produire certains des plus beaux diamants du monde. La première personne dont on sait avec certitude qu'elle a possédé la pierre est Jean-Baptiste Tavernier, un marchand et explorateur français. Lors de ses voyages en Orient, il acquiert un impressionnant diamant bleu de 112 carats, dont la couleur exceptionnelle le distingue immédiatement des autres pierres précieuses de son époque. C'est également à cette époque qu'apparaît la première légende entourant la pierre. Selon certains récits, le diamant aurait été dérobé sur le front d'une statue sacrée de la déesse hindoue Sita. Ce vol aurait provoqué une malédiction destinée à frapper tous les futurs propriétaires du joyau. Aucune preuve historique ne permet toutefois de confirmer cette histoire, et la plupart des spécialistes considèrent aujourd'hui qu'il s'agit davantage d'une légende que d'un fait avéré. Mais qu'elle soit vraie ou non, cette histoire marque le point de départ de la réputation sulfureuse qui accompagne encore le diamant Hope aujourd'hui. Très vite, le joyau va attirer l'attention de l'homme le plus puissant du royaume de France, Louis XIV. En 1668, Tavernier va donc vendre le diamant au roi Soleil. Le roi fait retailler la pierre par Jean Pitan, le joaillier de la cour qui met 2 ans pour réaliser le dessin définitif des facettes afin de mettre davantage en valeur sa couleur et son éclat. Le diamant intègre alors les joyaux de la couronne et Louis XIV le fait monter sur une broche baptisée la Toison d'Or. En 1783, le bleu de France apparaît dans l'inventaire des bijoux de la couronne qui mentionne un très grand diamant brillant bleu ayant beaucoup de dessous, formant cœur, d'eau vive et nette, désigné par l'inventaire de 1691, pesant 67 carats 1/8, lequel a été retaillé depuis et est estimé à 1 million de livres. Pendant plusieurs décennies, il passe entre les mains des souverains français. Louis XIV, puis Louis XV, et enfin Louis XVI qui en hérita et qui le chérira, tout comme Marie-Antoinette. C'est après la Révolution française que certains observateurs commencent à associer le diamant au malheur de ses propriétaires. Comme vous le savez, Louis XVI et Marie-Antoinette seront en effet exécutés en 1793. Avant de poursuivre notre enquête, si les mystères, les légendes et les histoires insolites te passionnent autant que moi, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait et en likant la vidéo. Il y a encore tant de mystères à explorer. En septembre 1792, la pierre toujours montée sur la Toison d'Or est dérobée lors du plus grand casse du monde avec de nombreux autres bijoux, un dramatique pillage de l'hôtel du garde-meuble, place de la Concorde. À partir de cette date,
le diamant disparaît. Pendant près de 20 ans, plus aucune trace officielle n'existe. Puis en 1812, un mystérieux diamant bleu réapparaît à Londres. Les archives du joaillier John Francillon mentionnent alors une pierre de 45 carats présentant une ressemblance frappante avec le célèbre bleu de France. Un détail intrigue particulièrement les historiens. Cette réapparition intervient presque exactement 20 ans après le vol du garde-meuble, soit juste après l'expiration du délai de prescription applicable à l'époque. Curieux, n'est-ce pas ? La pierre est toutefois plus petite que le diamant disparu. Les spécialistes estiment aujourd'hui qu'il s'agit probablement du même joyau, retaillé afin de masquer son origine et de rendre son identification plus difficile. Cette hypothèse est d'ailleurs confirmée en 2007 lorsque les recherches de François Farge, professeur de minéralogie au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, ont permis d'identifier des documents prouvant que le diamant Hope est issu de la retaille du bleu de France de Louis XIV. Après une reconstitution 3D, il a été démontré que les deux pierres sont une seule et même gemme, même si la retaille a altéré sa qualité et son éclat. Quelques années plus tard, le diamant est acquis par le banquier londonien Henry Philip Hope. C'est de lui que le joyau tire le nom sous lequel il est encore connu aujourd'hui, le diamant Hope. La pierre restera plusieurs décennies dans la famille Hope, mais les difficultés financières de certains de ses héritiers contribueront progressivement à alimenter sa réputation de diamant maudit. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la réputation de diamant maudit n'apparaît pas immédiatement. Elle se développe surtout à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Après avoir quitté la famille Hope, le diamant change plusieurs fois de propriétaire. Certains connaissent des difficultés financières ou font faillite, alimentant progressivement les rumeurs autour du joyau. En 1908, le Washington Post publie même l'un des premiers articles évoquant la supposée malédiction du diamant. Mais c'est surtout grâce au célèbre joaillier Pierre Cartier que cette réputation va prendre une ampleur considérable. À l'époque, Cartier cherche à vendre le diamant à une riche clientèle américaine. Plutôt que de dissimuler sa sombre réputation, il décide au contraire de la mettre en avant. Plus l'histoire est mystérieuse, plus le joyau fascine, et sa stratégie fonctionne. En 1911, la milliardaire américaine Evelyn Walsh McLean tombe sous le charme du diamant Hope et décide de l'acquérir. Selon certains récits, la réputation du diamant est telle qu'une clause particulière aurait même été ajoutée à la vente. Si un malheur frappait la famille peu après l'acquisition, Cartier accepterait de reprendre la pierre. Au fil des années, plusieurs drames touchent effectivement la famille McLean. En 1919, son jeune fils meurt percuté par une voiture. Quelques années plus tard, sa fille décède d'une overdose, et son mari sombre dans l'alcoolisme avant de l'abandonner. La fortune familiale s'effondre progressivement et Evelyn termine sa vie dans des conditions bien éloignées du luxe qu'elle avait connu. Pour beaucoup, ces événements semblent confirmer l'existence de la malédiction. Après la mort d'Evelyn Walsh McLean, le diamant Hope est finalement acquis en 1949 par le célèbre joaillier new-yorkais Harry Winston. En 1958, Winston prend une décision inattendue. Il fait don du diamant au Musée national d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution à Washington. Une anecdote étonnante entoure d'ailleurs ce transfert. Soucieux de ne pas attirer l'attention, le joaillier aurait expédié le diamant Hope par courrier postal, dans un simple colis assuré. Et le joyau arrive à destination sans incident. Depuis, il est conservé au Smithsonian, où il est devenu l'une des pièces les plus célèbres du musée. Chaque année, des millions de visiteurs viennent admirer celui que beaucoup considèrent encore comme le diamant le plus maudit de l'histoire. Pourtant, depuis son arrivée au musée, aucun événement particulier n'est venu confirmer l'existence de la malédiction. Du moins, officiellement. Le diamant Hope continue néanmoins de fasciner. Entre réalité historique, coïncidences troublantes et légendes entretenues depuis plus de 3 siècles. Mais personnellement, si un jour je visite le Smithsonian, j'éviterai quand même de m'en approcher, juste au cas où.